millionnaire. Il voit son ex, épouse enceinte, travailler comme serveuse. Ce qui se passa ensuite changea tout. Julien Gauthier tenait un stylo Montblanc en or massif suspendu en l'air. À 3 mm de signer le contrat le plus lucratif de sa vie quand le monde entier cessa de tourner. Il était assis à la table principale de l'Étoile du Soir, le restaurant le plus exclusif et élitiste du 8e arrondissement de Paris. Autour de lui, 3 cadres immobiliers attendaient sa signature pour finaliser un achat de 40 millions d'euros. Tout était parfait. Le costume bleu marine de Julien, impeccable, fait sur mesure, sans cravate, mais projetant le pouvoir absolu d'un homme de 32 ans qui avait conquis la ville. Sa barbe courte et parfaitement taillée, sa posture dominante. Il était le roi du monde, un homme qui gagnait toujours, un homme qui avait surmonté la plus grande humiliation de sa vie, ou du moins le croyait-il. Son regard froid et calculateur dévia une seconde du papier sur la table immaculée, et c'est alors qu'il la vit. L'impact lui coupa le souffle. Ce fut comme heurter un mur de béton à 200 km/h. À une quinzaine de mètres, dans la zone la moins éclairée du salon, se trouvait une femme en train de nettoyer une table. Le contraste était violent, presque grotesque. Au milieu de l'élégante décoration au ton doré, de marbre et de verrerie fine, la femme portait un uniforme de nettoyage orange criard, bon marché et usé, avec des cols et des bords blancs. Elle détonnait complètement. Mais ce ne fut pas l'uniforme qui paralysa Julien. C'était elle, Valérie, son ex-épouse. Le stylo glissa des doigts de Julien et frappa la table de verre avec un son sec, tachant le document millionnaire d'une épaisse goutte d'encre noire. « Tout va bien, Julien ?» demanda l'un des cadres, le front plissé. Julien ne répondit pas, ne cligna pas des yeux, ne respira pas. Ses yeux sombres étaient fixés sur la femme au loin. Son esprit, habitué à traiter des chiffres et des stratégies en une fraction de seconde, s'effondra devant l'image irrationnelle qu'il avait en face de lui. 9 mois auparavant, Valérie Dubois, la femme qu'il aimait d'une dévotion aveugle, lui avait jeté les papiers du divorce à la figure. Elle lui avait dit qu'elle en avait assez de lui, qu'elle avait trouvé quelqu'un de mieux, quelqu'un qui avait du temps pour elle, et elle était partie sans emporter un seul euro, soi-disant pour vivre une romance de luxe en Europe avec un héritier européen. Julien avait passé presque 1 an à la haïr, avalant le poison de la trahison, noyant sa douleur dans le travail, jusqu'à devenir un magnat d'acier, froid et intouchable. Mais la femme qui se trouvait à 15 mètres de distance n'était pas à Paris. Elle n'était pas couverte de bijoux, ni vêtue de haute couture. Valérie frottait frénétiquement le bois d'une table avec un chiffon blanc, de manière erratique, comme si sa vie en dépendait pour enlever une tache de sauce. Ses cheveux châtain clair, qui tombaient auparavant en boucles parfaites, étaient maintenant attachés en une queue de cheval désordonnée. Sa peau claire était rougie. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son front et son cou. Elle semblait démacrée, pâle, avec de profondes cernes violettes sous les yeux, le regard baissé, complètement brisé. Et puis Valérie se tourna de profil pour atteindre l'autre extrémité de la table. Le cœur de Julien s'arrêta net. Sous cet uniforme orange étouffant et bon marché, le ventre de Valérie était énorme, rond, lourd et bas. Une grossesse très avancée, au moins 8 mois. Le cerveau de Julien fit le calcul mathématique à la vitesse de l'éclair. 9 mois de divorce, 8 mois de grossesse. « Non », murmura Julien, la voix rauque, à peine un souffle dans sa gorge. « Julien, monsieur Gauthier !» insista l'avocat de l'autre côté de la table, alarmé par la pâleur cadavérique qui avait envahi le visage de l'homme d'affaires. Julien se leva d'un coup. La lourde chaise en chêne grinça violemment sur le sol en marbre, attirant les regards curieux de quelques tables voisines. Julien s'en fichait. Il ne se souciait pas du contrat, ni des 40 millions, ni de sa réputation. Tout le bruit du luxueux restaurant, le tintement des verres en cristal de baccarat, les couverts en argent, les rires doux de l'élite parisienne s'évanouirent, se transformant en un bourdonnement sourd. Il ne voyait qu'elle. Valérie s'arrêta un instant, laissa tomber le chiffon sur la table et porta une main à la base de son dos, s'arquant avec une expression de douleur muette. Elle respirait par la bouche, épuisée, comme si le poids de son propre corps et de la créature qu'elle portait était sur le point de briser sa colonne vertébrale. Cette femme qui fut un jour la propriétaire de la moitié de son empire. La femme qui marchait la tête haute et un sourire éclatant. Maintenant, elle ressemblait à un animal acculé et au bord de l'effondrement physique. Julien fit le premier pas vers elle. Ses poings étaient si serrés le long de son costume bleu marine que ses jointures blanchissaient. Un mélange toxique de colère, de confusion et une panique viscérale commença à bouillir dans ses veines. Qu'est-ce qui se passait? Où était l'amant millionnaire?
Pourquoi la femme qui avait détruit sa vie nettoyait-elle les saletés des autres? Et de qui était cet enfant qui déformait son corps et l'obligeait à traîner les pieds? Julien avança dans l'allée centrale, esquivant un serveur. Son regard sérieux, implacable et contemplatif ne la quittait pas. Il allait exiger des réponses. Il allait la détruire avec des mots si nécessaires. Il allait lui faire payer chaque nuit d'insomnie. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une autre figure s'interposa dans la scène, bloquant le chemin de Valérie. C'était Armand Leclerc, le directeur général de l'Étoile du Soir. Un homme de 45 ans, en costume gris impeccable, au visage tendu et à l'arrogance de celui qui aime humilier ceux qui sont en dessous de son statut. Julien s'arrêta à 3 mètres de distance, partiellement caché par une grande colonne de marbre et un arrangement floral extravagant. Il était assez proche pour tout entendre, mais hors du champ de vision de son ex-épouse. Armand regarda la table que Valérie venait de nettoyer, puis passa un index sur le bord en bois. Il le leva en l'air avec dégoût, comme s'il avait touché quelque chose de radioactif. « C'est ça que vous appelez nettoyer du bois ?» siffla le gérant. Sa voix basse mais chargée de venin, conçue pour ne pas déranger les riches clients, mais parfaite pour détruire son employé. « Je vous paie pour que l'endroit brille, pas pour que vous étaliez la saleté d'un côté à l'autre. La menace in the style. » Valérie baissa immédiatement la tête. Julien sentit un fouet dans la poitrine en voyant ce geste. La Valérie qu'il connaissait n'aurait jamais, en aucune circonstance, baissé la tête devant qui que ce soit. Elle était féroce, fière, une femme qui ne se laissait pas marcher dessus. Maintenant, son menton touchait sa poitrine dans un acte de soumission absolue. « Je suis désolé, monsieur Leclerc », répondit Valérie d'une voix tremblante, rauque par la déshydratation. « Je vais repasser le désinfectant tout de suite. C'est juste que j'ai eu un petit vertige, juste une seconde. Je me fiche de vos excuses à 2 balles. » La coupa Armand, s'approchant d'elle de manière intimidante. Valérie, avec difficulté à cause de son énorme ventre, fit un pas maladroit en arrière. « Vous vous traînez dans le salon toute la semaine. Si vous continuez à vous déplacer comme une tortue, vous êtes viré aujourd'hui même. Non, s'il vous plaît, » supplia-t-elle, levant les yeux pour la première fois. Les yeux de Julien s'écarquillèrent en voyant la terreur absolue sur le visage de la femme qu'il avait aimée. « Monsieur Leclerc, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Le loyer est dû vendredi, et je n'ai pas de quoi payer la clinique. Je vous jure que je serai plus rapide. Ne me renvoyez pas. Je vous en supplie. » Le son de la supplication de Valérie transperça la poitrine de Julien comme un couteau dentelé. Il sentit le pomper dans ses oreilles. La colère qu'il ressentait contre elle il y a à peine 2 minutes mutait en un instinct sombre, primitif et dangereux. Il voulait assassiner Armand Leclerc de ses propres mains. « Ce bidon que vous traînez n'est pas mon problème, Dubois », cracha Armand, désignant l'énorme ventre sous l'uniforme orange. « Je me fiche que vous soyez enceinte. Personne ne vous a forcé à écarter les jambes. Ici, vous venez travailler. Si vous ne pouvez pas suivre le rythme parce que votre enfant vous pèse trop, allez mendier dans la rue, c'est là que vous appartenez. Vous avez 3 minutes pour rendre cet endroit impeccable, où vous prenez vos affaires et vous foutez le camp. Compris ?» La cruauté des mots résonna dans le petit espace. Une épaisse larme silencieuse coula sur la joue de Valérie, se mêlant à la sueur. Elle serra les lèvres, retenant ses sanglots, et hocha frénétiquement la tête. « Oui, monsieur, compris. Je le laisserai impeccable, » murmura-t-elle, saisissant le chiffon avec des mains qui tremblaient de manière incontrôlable et commençant à frotter le bois avec désespoir, courbant son corps avec une agonie évidente. Armand sourit de satisfaction, arrangeant les revers de sa veste, se tournant pour partir. Mais il n'alla pas très loin. Une main de la taille d'une assiette se referma sur son cou par derrière, saisissant le tissu de son costume gris avec une telle force que les boutons de sa chemise menaçaient d'exploser. Le gérant s'étrangla dans un hoquet étouffé lorsqu'il fut violemment tiré en arrière. Il se retrouva face à face, avec le visage sombre de Julien Gauthier. Les yeux de Julien n'étaient plus ceux d'un homme d'affaires calculateur, mais ceux d'un prédateur, à une seconde déchiqueter sa proie. « Vous avez un problème avec elle, ordure ?» grogna Julien, sa voix résonnant d'un baryton profond, létal, assez fort pour que le murmure des tables voisines s'éteigne immédiatement. Armand pâlit jusqu'à devenir de la couleur des cendres. Il connaissait Julien Gauthier. Toute l'élite de Paris connaissait le magnat de l'immobilier. C'était l'un des clients les plus importants et les plus redoutés de la ville. « Monsieur Gauthier », bégaya le gérant, tremblant sous l'étreinte qui menaçait de lui couper la respiration. « Je corrigeais simplement le personnel. Je ne voulais pas vous déranger. » Le son du nom Gauthier eut un effet électrique à 2 mètres de distance. Valérie,
qui frottait la table les yeux pleins de larmes, resta complètement pétrifié. Le chiffon blanc glissa de ses doigts, tombant au ralenti sur le sol. L'oxygène sembla être aspiré de la pièce. Lentement, la terreur absolue défigurant ses traits, Valérie tourna le visage. Sa respiration s'arrêta. Ses mains s'agrippèrent instinctivement aux côtés de son ventre proéminent, comme si elle tentait de protéger le bébé du regard qui s'annonçait. Julien relâcha Armand d'une poussée brutale, faisant trébucher le gérant qui tomba à genoux sur le marbre. Mais Julien ne regardait plus l'homme à terre. Ses yeux se posèrent directement sur Valérie. Le silence dans le restaurant était sépulcral. Les regards des millionnaires alentours étaient fixés sur la scène. La tension était si dense qu'elle pouvait être coupée avec un cristal. Julien la regarda de haut en bas, l'uniforme humiliant, les cernes, la panique dans ses yeux bruns, et finalement cet énorme ventre de 8 mois. Valérie recula d'un pas, heurtant un plateau de verre vide qu'un serveur avait laissé à proximité. Le plateau tomba au sol. Le bruit des verres se brisant en 1000 morceaux rompit le silence comme un coup de feu. Mais aucun des deux ne broncha. Ils étaient face à face, le millionnaire trahi et l'ex-épouse détruite. « You !»« Julien !» murmura Valérie, les lèvres tremblant de manière incontrôlable, reculant d'un autre pas, voulant disparaître, fuir, mourir avant qu'il ne pose la seule question, à laquelle elle avait juré de ne jamais répondre. Julien fit un pas vers elle, écrasant les éclats de verre sous ses chaussures italiennes, ses yeux brûlants de douleur et de rage. 9 mois, Valérie. La voix de Julien était basse, rauque, et résonnait dans le silence absolu. 9 mois depuis que tu as fui. Julien baissa les yeux vers son ventre, le calcul brillant comme une sentence de mort dans ses pupilles. 8 mois de grossesse. Minus Priga, Yorkiline. Valérie se couvrit la bouche de ses mains, étouffant un sanglot, reculant jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Il n'y avait pas d'issue. Le mur qu'elle avait construit pour le protéger de la vérité venait de s'effondrer sous ses yeux. Le silence à l'étoile du soir était absolu, épais, presque suffocant. Les dizaines de convives millionnaires, habitués à se plaindre si le vin n'était pas à la bonne température, retenaient maintenant leur souffle. Personne ne bougeait un muscle. Sur le sol de marbre, Armand, le gérant redouté, était toujours à genoux, se frottant le cou rougi, paralysé par la violence contenue qui émanait du costume bleu marine de Julien Gauthier. Mais Julien ne voyait personne d'autre. Le monde entier s'était réduit à la femme acculée contre le mur, Valérie, sa Valérie, ou la femme qu'elle fut un jour. Le cerveau de Julien, une machine entraînée à dévorer des données financières et à détecter des fraudes en quelques secondes, travaillait maintenant à une vitesse vertigineuse, mais non pas avec des numéros de compte bancaire, mais avec des mois, des dates, des souvenirs qui lui brûlaient le sang. 9 mois exacts depuis cet après-midi pluvieux où elle avait jeté les alliances sur le comptoir en granit de son hôtel particulier. 9 mois depuis qu'elle l'avait regardé avec un mépris glacial, affirmant qu'il n'était pas suffisant, qu'elle avait trouvé un homme d'affaires, européen, qui lui donnerait le monde que Julien lui refusait à force de toujours travailler. 9 mois depuis qu'elle avait disparu, sans laisser de traces, bloquant ses appels, s'effaçant de la carte. Et maintenant, devant lui, un ventre qui criait la vérité anatomique impossible à cacher. 8 mois. L'échange de regards fut dévastateur. Julien chercha dans les yeux bruns de Valérie la femme froide et calculatrice qu'il avait abandonnée, mais ne la trouva pas. À la place, il ne vit qu'un animal blessé, terrifié. Ses mains fines et rugueuses, autrefois toujours ornées d'une manucure parfaite et de diamants, étaient maintenant rouges, gercées par les produits chimiques de nettoyage, et s'agrippaient à son ventre proéminent avec une force protectrice instinctive. 8 mois. La voix de Julien ne fut pas un cri, mais un murmure rauque chargé d'un venin qui paralysa Valérie. « Tu es enceinte de 8 mois. » Valérie déglutit. La panique lui serra la poitrine, lui coupant la respiration. Ses yeux se remplirent de larmes qui refusaient de couler. Elle savait que Julien était brillant. Elle savait qu'il ne mettrait pas plus de 5 secondes à faire la soustraction. Si elle était partie il y a 9 mois et que le bébé avait 8 mois. La conception avait eu lieu exactement les semaines précédant le divorce, semaines pendant lesquelles ils partageaient encore le même lit. « Julien, s'il te plaît !» supplia-t-elle d'une voix ténue, se serrant contre le mur tapissé de bois fin, comme si elle voulait y fondre. « Va-t'en, ne fais pas de scandale ici. Que je m'en aille. » Julien laissa échapper un rire sec, dépourvu de tout humour, un son qui fit trembler les serveurs les plus proches. « Que je ne fasse pas de scandale? Tu disparais. Tu détruis ma vie, tu me dis que tu vas à Paris avec un magnat qui va te traiter comme une reine.
Et je te trouve en train de nettoyer de la misère à Paris, morte de faim et sur le point d'accoucher. » Julien fit un pas en avant, réduisant la distance. Son imposante silhouette couvrit Valérie de son ombre. L'odeur de son eau de Cologne chère, de bois et d'épices frappa Valérie, déterrant 1000 souvenirs qui la frappèrent comme un marteau à l'estomac. Les chiffres ne collent pas à Valérie. Julien éleva la voix pour la première fois, un rugissement qui fit écho au plafond à double hauteur du restaurant. 9 mois sans te voir, 8 mois de grossesse. Qui est le père? La question plana dans l'air comme une sentence de mort. Armand, depuis le sol, tenta d'intervenir, terrifié à l'idée de perdre son emploi ou le prestige du lieu. Ce n'est pas, monsieur Gauthier. Si l'employé vous dérange, la sécurité peut la faire sortir par la porte de service immédiatement. Julien ne le regarda même pas. Il tourna le visage d'à peine 1 millimètre, ses yeux sombres, distillant une fureur homicide. Si vous osez rouvrir la bouche pour l'appeler employé ou tenter de la toucher, je jure devant Dieu que j'achète ce restaurant aujourd'hui même, juste pour avoir le plaisir de le détruire avec vous à l'intérieur. Taisez-vous et ne bougez pas. Armand pâlit et se recroquevilla, fermant hermétiquement la bouche. Valérie profita de cette seconde de distraction. L'instinct de survie, ou plutôt l'instinct de protéger le secret qui lui avait tout coûté, s'empara d'elle. Elle ne pouvait pas le laisser poser de questions. Elle ne pouvait pas le laisser enquêter. Si Julien découvrait la vérité, les hommes qui l'avaient menacé le poursuivraient, le jetteraient en prison, ou pire. D'un mouvement rapide, poussé par pure adrénaline, Valérie poussa maladroitement une chaise dans le couloir, bloquant le chemin de Julien, et courut, ou du moins essaya. Courir avec le poids de 8 mois de grossesse dans un corps dénutri était plus une chute désespérée. Elle tourna sur ses talons en caoutchouc usé et se précipita vers les portes battantes de la cuisine. « Valérie !» hurla Julien, la surprise le figeant pendant une microseconde avant que ses longues jambes ne réagissent. Elle poussa les portes métalliques de la cuisine des 2 mains. La chaleur des fours, l'odeur de graisse, de viande grillée et les cris des chefs l'enveloppèrent. Elle entra comme un ouragan orange, trébuchant parmi les cuisiniers, renversant un plateau de légumes propres. « Attention, Valérie !» cria un aide-cuisinier, l'esquivant de justesse. « Hors de mon chemin !» fut le rugissement qui suivit. Les portes battantes s'ouvrirent à nouveau avec violence, frappant le mur. Julien Gauthier entra dans la cuisine ignorant les règles d'hygiène, ignorant le chaos qu'il laissait sur son passage. Son costume de créateur ne convenait pas à cet enfer d'acier inoxydable et de graisse, mais il avançait comme un char de guerre. Valérie regarda derrière son épaule, la terreur injectée dans ses yeux. Elle atteignit la porte arrière de secours, la poussa de tout le poids de son corps et sortit dans la nuit de Paris. Le claquement de la porte métallique, en se refermant, résonna sur les murs de briques. La ruelle arrière de l'Étoile du Soir était l'exact revers de la médaille. Si à l'intérieur tout n'était que luxe, musique douce et parfum français, dehors s'appuyaient les ordures pourries, l'humidité retenue dans l'asphalte et le smog suffocant de la ville. Une ampoule clignotante projetait une lumière jaune et malsaine sur les conteneurs de déchets industriels. Valérie s'appuya contre le mur de briques froides, respirant par la bouche en halètement rauque. Son cœur battait si fort contre ses côtes qu'elle craignait qu'elle ne se brise. Elle se saisit le ventre des 2 mains, sentant une douleur aiguë à la base de son bassin. Le bébé bougea, donnant de forts coups de pied, agité par le niveau de stress et d'adrénaline qui inondait le sang de sa mère. « Calme-toi, mon amour, calme-toi », murmura Valérie d'une voix brisée, fermant les yeux avec force, priant pour que Julien ne l'ait pas suivie, priant pour qu'il la laisse partir. Mais le destin et Julien Gauthier n'acceptaient jamais un non pour réponse. La lourde porte métallique s'ouvrit d'un coup de pied avec un bruit brutal. Julien sortit dans la ruelle. Le contraste de l'obscurité le fit s'arrêter une seconde, jusqu'à ce que ses yeux s'adaptent. Et là, il la vit, recroquevillée près des poubelles, sale, tremblante, enveloppée dans ce maudit uniforme orange qui lui retournait l'estomac d'indignation et de douleur. Il marcha vers elle à pas lents, lourd, prédateur. Chaque pas résonnait sur l'asphalte mouillé. Valérie leva le menton, se forçant à construire le mur de glace qu'il avait sauvé 9 mois auparavant. Elle devait mentir, elle devait être cruelle. Si elle montrait de la faiblesse, il creuserait jusqu'à trouver la vérité sur les raisons de son abandon. « Va-t'en, Julien !» lui cria Valérie avant qu'il ne soit à 2 mètres. « Je ne veux pas te voir, laisse-moi tranquille. » Julien s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Il était si grand qu'il l'obligeait à lever la tête. Son visage était tendu, les veines de son cou marquées par la rage contenue. Il n'y avait pas une once de l'homme amoureux et doux qui lui préparait le petit déjeuner le dimanche. Face à elle se tenait le requin des rues de Paris. « Je ne vais nulle part, Valérie.
Pas avant que tu ne me dises ce que tout cela signifie. Julien désigna d'un mouvement brusque de la tête le ventre de la femme. Explique-le-moi, parce que mon comptable pourrait mieux additionner cette saleté. Tu t'en vas en disant que tu me hais, que tu as un magnat qui t'attend. Tu pars sans demander de pension, sans emporter un seul centime, soi-disant pour vivre en Europe. Et 9 mois plus tard, je te trouve en train de frotter de la misère dans un restaurant de ma ville, pesant 10 kilos de moins et enceinte de 8 mois. Valérie serra les poings. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Ce ne sont pas tes affaires. Ma vie n'est plus la tienne. Bien sûr que si, rugit Julien, frappant le mur de briques de son poing fermé juste à côté de la tête de Valérie. L'impact fit tomber de petits morceaux de mortier. Valérie sursauta, effrayée, mais ne détourna pas le regard. Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Dis-moi la vérité. Cet enfant est-il le mien? La question détonna dans la ruelle. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par la respiration allaitante des deux et le bourdonnement électrique de la lampe cassée. Julien baissa les yeux vers son ventre. Sa respiration devint erratique. Un mélange d'espoir terrifié et de fureur désolante traversa son visage. Si ce bébé était le sien, si son propre fils avait nettoyé des tables, souffert de la faim, se traînant sur le sol pendant qu'il concluait des accords de millions, trinquant au champagne, la culpabilité le détruirait. Valérie vit la vulnérabilité dans ses yeux. Elle vit l'armure de l'homme d'affaires se fissurer pendant 1 seconde. Ça lui brisa l'âme. Elle voulait le serrer dans ses bras. Elle voulait pleurer sur sa poitrine, tachant son costume hors de prix et lui dire qu'elle l'aimait, qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer, qu'elle avait vendu toutes ces choses de valeur pour payer les extorqueurs qui menaçaient de fabriquer des preuves pour le jeter dans une prison fédérale. Elle voulait lui dire que l'enfant était le sien, mais les voyous avaient été clairs. Si lui l'apprend, non seulement nous le mettons en prison, mais nous le tuons en prison. Tu t'en vas et tu disparais, et si tu parles, le bâtard ne naîtra pas. Valérie ravala le nœud de larmes, durcit sa mâchoire et puisa des forces dans le désespoir. Son visage se transforma, adoptant un masque d'arrogance forcée, froide et vide. « Ne sois pas naïf, Julien, » dit-elle, crachant les mots avec un mépris qui lui brûla la gorge. « L'enfant n'est pas le tien, il est à lui. De l'homme pour qui je t'ai quitté. » Julien sentit qu'on lui vidait un seau d'eau glacée sur la nuque. La douleur physique le traversa. Ses muscles se tendirent jusqu'à faire mal. À lui, Julien laissa échapper un rire ironique, rauque, plein d'incrédulité et de ressentiment. Ô millionnaire européen, et où est-il? Pourquoi la femme d'un magnate nettoie-t-elle les saletés d'Armand Leclerc vêtu d'orange? Où sont tes luxes, Valérie? Valérie détourna le regard, incapable de soutenir le mensonge face à ses yeux perçants. Elle regarda vers les ordures. Il m'a abandonné. Elle lâcha le mensonge d'un coup, la voix tremblante, mais gardant son personnage. Ce fut une erreur. J'ai été stupide. Ce salaud m'a largué quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il a annulé mes cartes et m'a laissé tomber. J'ai dû retourner à Paris. J'ai dû chercher du travail, n'importe quoi, pour ne pas mourir de faim. Julien traita chaque mot. Ses yeux balayaient le visage de Valérie comme un détecteur de mensonges. Il observa sa lèvre gercée par la déshydratation. Il observa la posture de ses épaules voûtées. Il observa la honte sur son visage. « Donc c'est ça », murmura Julien, reculant d'un demi-pas comme si la seule proximité d'elle le contaminait. « Tu m'as échangé contre un fantasme. Tu es parti te vautrer avec un idiot pour de l'argent, et quand il t'a laissé avec le problème dans le ventre, tu as fini par balayer de la misère. Le karma est une garce impitoyable, n'est-ce pas, Valérie ?» Les mots de Julien furent comme des coups de couteau directs au cœur. Valérie sentit qu'elle s'étouffait, mais hocha lentement la tête, acceptant la punition, acceptant la haine dans les yeux de l'homme pour qui elle sacrifiait sa vie. « Oui, Julien », murmura-t-elle, une larme traîtresse s'échappant enfin et coulant sur sa joue sale. « Je suis stupide. Tu as raison. Tu as vu à quel point je suis misérable. Tu as eu ta vengeance. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en. Laisse-moi continuer à travailler pour pouvoir acheter des couches pour mon fils. » Julien la regarda longuement. La haine était évidente, oui, mais l'intelligence de Julien Gauthier ne s'éteignait pas avec la colère. Il y avait quelque chose dans la voix de Valérie. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle serrait les dents, dans la façon dont son corps tremblait non pas de peur, mais de douleur physique. Les pièces ne s'assemblaient pas tout à fait. La femme intéressée et impitoyable qu'elle décrivait ne demanderait pas pardon avec les yeux, tout en crachant du venin avec la bouche, mais l'orgueil est un monstre aveugle. Julien redressa sa posture, ajusta les revers de sa veste d'un geste calculateur, remettant son armure d'acier inébranlable. Son visage devint un masque inexpressif, létal. « Tu me fais pitié, Valérie, dit-il, sa voix froide comme la glace.
J'espère que le salaire minimum te suffira pour ton orgueil. » Sans dire un mot de plus, Julien Gauthier fit demi-tour et retourna vers la porte arrière du restaurant. Il l'ouvrit avec force, entra dans la cuisine et laissa le métal se refermer derrière lui, laissant Valérie seule dans l'obscurité de la ruelle. Au moment où il disparut, les genoux de Valérie lâchèrent. Elle s'effondra sur l'asphalte sale, tenant fermement son ventre, et éclata en sanglots inconsolables, un pleur muet, déchirant, s'étouffant dans sa propre douleur au milieu des ordures. Elle avait sauvé Julien une fois de plus. Mais à l'intérieur, Julien ne se dirigea pas vers la porte de sortie. Il se dirigea directement vers sa table. Il prit son téléphone et composa un numéro. Son instinct brûlait comme une alarme assourdissante. La version de Valérie était parfaite, trop parfaite pour être réelle. Et il allait découvrir la vérité, coûte que coûte. Julien Gauthier franchit les portes battantes de la cuisine en sens inverse, laissant derrière lui l'enfer de la chaleur et des poêles pour retrouver l'air glacial et parfumé de l'étoile du soir. Son visage était un masque taillé dans le granit. Personne dans la luxueuse salle à manger n'osait le regarder directement dans les yeux, mais tous sentaient la vibration létale qui émanait de son costume bleu marine. À quelques mètres, près de la station de service, Armand Leclerc, le directeur général, se tenait debout, rigide comme une planche, transpirant à grosses gouttes et se passant un mouchoir de soie sur le front. Il tremblait. Il savait qu'il avait franchi une ligne qui pourrait lui coûter sa carrière. Julien ignora Armand comme s'il s'agissait d'un cafard écrasé sur le marbre et se dirigea à grands pas décidés vers la table centrale. Les trois cadres immobiliers, pétrifiés depuis 10 minutes, se redressèrent immédiatement en le voyant arriver. L'avocat principal, un homme grisonnant en costume gris, esquissa un sourire nerveux et poussa le contrat taché d'encre noire vers le centre de la table en verre. « Julien, c'est bien que vous reveniez », dit l'avocat, s'éclaircissant la gorge, feignant que la scène de violence physique et d'humiliation publique qu'il venait de voir n'avait jamais eu lieu. « Je suppose que c'était un malentendu avec le personnel. Continuons. Voici le stylo. Il ne manque que votre signature pour finaliser l'acquisition de l'Étoile du Soir, pour les 40 millions convenus. » Julien resta debout devant la chaise en chêne. Il ne prit pas le stylo Montblanc en or massif. Il ne baissa même pas les yeux vers le papier. Ses yeux, sombres et turbulents, parcoururent le plafond ostentatoire du restaurant, les lustres en cristal, les murs en acajou, et finalement se posèrent sur la porte de service par où Valérie avait fui. Cette image l'empêchait de respirer. Son ex-épouse, la femme altière qui exigeait des roses de serre tous les vendredis, cachée parmi les ordures d'une ruelle, morte de peur, protégeant un ventre de 8 mois. Quelque chose n'allait pas du tout dans cette équation. « L'affaire est annulée », lâcha Julien. Sa voix était basse, monocorde, coupant l'air comme une guillotine. Les trois hommes à la table ouvrirent démesurément les yeux. L'avocat grisonnant se leva d'un bond, pâlissant. « Quoi, Julien ? Bon Dieu, nous négocions cela depuis 3 mois. Le prix est une aubaine. Le marché est à son plus haut. Vous ne pouvez pas reculer maintenant pour une altercation avec une serveuse. Nous vous faisons une réduction supplémentaire. Qu'en pensez-vous ? 5% de moins pour le désagrément. » Julien posa les 2 mains sur la table en verre et inclina sa grande stature vers les cadres. La menace silencieuse dans sa posture fit que les 3 hommes reculèrent instinctivement sur leurs chaises. « Vous ne m'écoutez pas, » dit Julien, prononçant chaque syllabe avec une lenteur effrayante. « Je ne veux pas du restaurant. Je ne suis plus intéressé par l'achat du local commercial. The servant stood down, and they were in the grant. The servant, » il fit une pause, laissant la panique s'installer sur les visages des vendeurs avant de porter le coup final. « Je veux l'immeuble complet. » Le silence à table fut absolu. L'avocat cligna des yeux, incapable de traiter le revirement. « La tour commerciale, Julien, ce n'est pas à vendre, et même si ça l'était, nous parlons de plus de 200 millions d'euros. Les propriétaires ne céderont pas l'immeuble principal. Tout a un prix, trancha Julien en se redressant et en boutonnant sa veste d'un mouvement sec. Offrez-leur 250 millions, en espèces. Virement immédiat en 24 heures. Concluez l'affaire aujourd'hui même avant minuit. 250, c'est de la folie, Julien. Vous surpayez brutalement. Aucun analyste n'approuverait ce caprice. Pourquoi diable voulez-vous l'immeuble entier ? Julien tourna légèrement la tête et fixa son regard assassin directement sur Armand Leclerc, qui était pétrifié au loin, écoutant à moitié la conversation. Parce qu'en tant que propriétaire du restaurant, je suis un simple investisseur. En tant que propriétaire de l'immeuble, je suis Dieu. Sur ce morceau de terre, Julien éleva la voix juste assez pour que le gérant l'entende.
Et ma première injonction divine sera que l'étoile du soir a un nouveau propriétaire. Un nouveau contrat sera rédigé et la première clause non négociable exige le licenciement immédiat d'Armand Leclerc, sans indemnité, sans lettre de recommandation. Et s'il ose poursuivre, j'utiliserai tout mon cabinet d'avocats pour m'assurer qu'il ne retrouve plus jamais de travail, même pas pour nettoyer les toilettes d'une station-service. Ai-je été clair? L'avocat déglutit, hochant frénétiquement la tête, terrifié par la démonstration de pouvoir pur et déchaîné que Julien venait de déployer. Très clair, Julien. Je rédige l'offre immédiatement. Julien fit demi-tour et se dirigea vers la sortie principale. Tandis qu'il avançait entre les tables, il sortit son téléphone portable et composa le seul numéro qui lui importait à ce moment-là. Ce n'était pas celui de son assistante, ni celui de sa banque. C'était celui de Rocha, son chef de la sécurité et détective privé, un ancien militaire spécialisé dans le renseignement qui pouvait trouver un fantôme au fond de la mer si on le payait assez. « Rocha », répondit-il au deuxième bip. « Monsieur Gauthier. Rocha, arrêtez tout ce que vous faites. J'ai besoin que vous déployiez tous vos hommes immédiatement, » ordonna Julien, poussant les lourdes portes vitrées du restaurant et sortant dans la chaude nuit parisienne. « Je veux un rapport complet sur Valérie Dubois, mon ex-épouse. »« Monsieur, je croyais que l'affaire était classée il y a 9 mois quand elle est partie à Paris. Elle n'est jamais arrivée à Paris, Rocha. Je viens de la voir. Elle est ici, à Paris. Elle travaille comme femme de ménage et elle est enceinte de 8 mois. » Il y eut un silence tendu de l'autre côté de la ligne. Rocha, habitué aux situations extrêmes, comprit immédiatement la gravité de l'affaire au ton fracturé dans la voix de son chef. « Compris, monsieur. Quel périmètre dois-je rechercher ?»« Tout », grogna Julien, montant à l'arrière de son SUV blindé tandis que son chauffeur fermait la porte. « Je veux ses comptes bancaires. Je veux les dossiers médicaux des hôpitaux publics et privés. Je veux les vidéos de sécurité des distributeurs automatiques. Je veux savoir où elle dort, ce qu'elle mange, avec qui elle parle, et ce qu'elle a fait chaque putain de jour depuis qu'elle a franchi la porte de mon hôtel particulier il y a 9 mois. Je veux savoir qui est l'amant qui l'a soi-disant mise enceinte, ou s'il a jamais existé. Cela demande d'infiltrer des systèmes fermés, chef. C'est cher, et ça prend du temps. Je me fiche du coup, hurla Julien en frappant le dossier du siège passager de son poing fermé, faisant trembler l'intérieur du SUV. Je vous paye pour que vous me rapportiez des vérités, pas des excuses. Je la veux mise à nu sur papier et je veux ce putain de dossier sur mon bureau avant l'aube. Si vous ne l'avez pas pour 6 heures du matin, vous êtes viré. Oui, monsieur. Au travail. Julien raccrocha et jeta le téléphone sur le siège en cuir à côté de lui. Il se couvrit le visage des 2 mains, se frottant les yeux avec désespoir. L'image de Valérie dans la ruelle, tremblante, humiliée, se frottant le ventre avec ses mains gercées, se répétait dans son esprit comme un film d'horreur en boucle. « Tu me fais pitié !» lui avait-il dit. Julien serra les dents jusqu'à ce que sa mâchoire lui fasse mal. Si l'enfant était de cette stupide millionnaire, il se chargerait lui-même de les couler tous les deux. Mais si les chiffres concordaient, si ce ventre de 8 mois était le résultat de leurs dernières nuits ensemble, Julien sut à cet instant que le monde allait s'embraser. La découverte de l'abîme. Il était 4h15 du matin. Le bureau principal de Gauthier Immobilier, au 40e étage d'une des plus hautes tours de Paris, était plongé dans la pénombre. Seule la lampe de bureau de Julien projetait un cône de lumière froide sur l'immense table en verre trempé. Derrière lui, les baies vitrées du sol au plafond montraient la ville endormie, un tapis de lumières oranges et blanches qui semblait infini. Julien n'avait pas retiré son costume. Il marchait en rond depuis des heures comme un lion en cage, buvant du café noir qui avait déjà le goût d'acide dans son estomac vide. Il ne pouvait pas fermer les yeux sans voir le regard terrifié de Valérie. Le bruit de la porte électronique s'ouvrant rompit le silence de l'aube. Rocha entra. Il portait une veste en cuir foncé et son visage buriné par des années dans l'armée semblait inhabituellement pâle et tendu. Il tenait dans les mains une épaisse enveloppe Kraft, bombée, qui semblait peser 1 tonne. Julien s'arrêta net. Sa respiration s'accéléra. « Dis-moi que tu l'as, Rocha. » Rocha s'avança jusqu'au bureau et laissa tomber l'enveloppe sur le verre avec un bruit sec, lourd, définitif. Il ne regarda pas Julien dans les yeux. « Je l'ai, monsieur. Nous avons tout tracé. Nous avons croisé des données de l'URSSAF, des registres de la sécurité sociale, des caméras urbaines de la préfecture de police et piraté l'historique de ces cartes annulées. J'ai tout. » Julien s'approcha du bureau, sa main tremblant légèrement tandis qu'il s'approchait de l'enveloppe. « Qui est le type ?» demanda sa voix rauque, refusant d'ouvrir le paquet. « Qui est l'Européen ? Où est caché le lâche qui l'a laissé comme ça ?»
Rocha déglutit et croisa les mains derrière son dos en position de repos, adoptant un ton strictement professionnel pour amortir le coup. Il n'y a pas d'Européens, monsieur Gauthier. Il n'y a jamais eu de Magna. Nous avons vérifié les bases de données migratoires et des compagnies aériennes mondiales. Valérie Dubois n'a pas quitté Paris ces 9 derniers mois. Elle n'a même pas mis les pieds dans un aéroport. L'histoire de l'amant millionnaire à Paris était un mensonge fabriqué. Julien sentit qu'on lui arrachait l'air des poumons. Ses doigts frôlèrent le bord de l'enveloppe. « Un mensonge », murmura-t-il, sentant un bourdonnement aigu dans les oreilles. « Alors, pourquoi m'a-t-elle quitté? Pourquoi est-elle partie de la maison en criant qu'elle me haïssait? Ouvrez l'enveloppe, chef. Les réponses ne vont pas vous plaire. » Julien déchira le papier craft avec violence. Une liasse de photographies, imprimées en couleur, et des dizaines de documents financiers tombèrent éparpillés sur le verre éclairé. La première photographie frappa Julien directement en plein cœur. Elle montrait Valérie avec un vieux pull usé, marchant sur un trottoir cassé dans le 19e arrondissement, l'une des zones les plus défavorisées de la ville. Elle portait des sacs en plastique du supermarché, et son ventre était déjà très apparent. Sur la deuxième photo, Valérie montait un escalier en colimaçon rouillé, s'agrippant à la rampe métallique avec une expression d'épuisement absolu. « Ce sont des captures de caméras de sécurité de quartier d'il y a 2 semaines, expliqua Rocha en désignant l'image. C'est son domicile actuel. Elle vit dans une chambre de bonne sous les toits, en tôle et béton, 12 carrés mètres. La salle de bain est partagée avec 4 autres locataires. Elle paye 1 500 € de loyer par mois et a 2 mois de retard. « Mon Dieu !» s'exclama Julien en reculant d'un pas, portant une main à sa poitrine comme s'il avait reçu une balle. C'était ma femme. Elle était la propriétaire de tout cela. Pourquoi vit-elle dans la misère? Pourquoi n'a-t-elle pas retiré de l'argent de leur compte joint avant le divorce? Je n'ai jamais bloqué ses cartes jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Encanta, cola, cola, encanta, encanta. Rocha fit glisser un relevé de compte sur le verre, le poussant vers Julien. Les chiffres étaient surlignés en marqueur fluorescent jaune. Monsieur, elle a vidé ses comptes personnels 3 jours avant de demander le divorce. Elle a vendu sa Mercedes. Elle a mis en gage tous ses bijoux, y compris la bague de fiançailles de 5 carats que vous lui aviez donnée. Elle a liquidé ses sacs de créateurs et ses vêtements de marque chez des prêteurs sur gage, en dessous de leur valeur réelle. Elle a réuni en moins de 72 heures près de 4 millions d'euros en espèces. Le cerveau de Julien s'effondra. Les calculs financiers n'avaient aucun sens. 4 millions d'euros, et elle vit dans une chambre de bonne sous les toits, morte de faim? C'est impossible. Dans quoi a-t-elle dépensé l'argent? Drogue? Paris? Rocha secoua lentement la tête et la compassion dans ses yeux durs de militaire fut ce qui terrorisa véritablement Julien. Elle ne l'a pas dépensé, monsieur. Elle l'a transféré. Tout, jusqu'au dernier centime. Rocha désigna une feuille de virements électroniques cryptés que son équipe avait réussi à décrypter cette même aube. Un unique dépôt de 9 millions d'euros apparaît sur un compte fantôme aux îles Caïmans. Nous avons tracé le compte principal en utilisant des contacts du renseignement fédéral. Ce compte offshore n'appartient à aucun amant, monsieur Gauthier. Il appartient aux hommes de paille d'Antoine Delon et Philippe Dumas. Le nom des 2 hommes explosa dans la tête de Julien comme une bombe atomique. Antoine et Philippe, ses anciens associés majoritaires, les hommes que Julien avait découverts en train de commettre une fraude massive dans la société de construction 1 an auparavant. Julien les avait expulsés de l'entreprise lors d'une réunion du conseil d'administration houleuse, leur retirant leur pourcentage et les menaçant de les envoyer dans une prison de haute sécurité s'ils osaient s'approcher à nouveau de son empire. Qu'est-ce que Valérie a à voir avec Antoine et Philippe? Julien sentait la pièce tourner, la lumière froide de la lampe lui brûlait les yeux. Nous avons examiné les caméras de sécurité du périmètre de votre hôtel particulier il y a 9 mois, exactement 2 jours avant que Madame Valérie ne demande le divorce. Vous vous souvenez que vous étiez en voyage d'affaires à New York cette semaine-là? Julien hocha la tête machinalement. La sueur froide commença à perler sur son front. Rocha sortit une dernière photographie du fond de l'enveloppe. Elle était sombre, granuleuse, prise par une caméra de rue, mais l'image était reconnaissable. Elle montrait l'entrée en fer forgée de l'hôtel particulier Gauthier. Et là, debout devant la porte, interceptant Valérie qui venait de descendre de sa voiture, se trouvaient Antoine et Philippe, flanqués de 2 hommes armés. « Ils l'ont interceptée alors qu'elle était seule, monsieur », dit Rocha, la voix grave et sombre. Selon les informateurs du milieu que j'ai contactés il y a 1 heure, Antoine et Philippe avaient en leur possession des documents falsifiés
et des témoins achetés suffisants pour vous incriminer pour la fraude qu'ils ont commise. Les fausses preuves étaient parfaites, Julien. Si elles étaient présentées devant un juge fédéral, vous ne perdriez pas seulement l'entreprise, vous passeriez 20 ans dans une prison de haute sécurité. Les genoux de Julien cédèrent. Il dut s'agripper au bord du bureau en verre pour ne pas tomber au sol. L'air ne lui parvenait plus aux poumons. Ils ont fait chanter Valérie, continua Rocha sans pitié, dévoilant l'abîme d'horreur. Ils lui ont exigé 4 millions d'euros en espèces pour lui remettre l'unique copie de ses fausses preuves et vous laisser tranquille. Et ils lui ont imposé une condition supplémentaire. Elle devait divorcer de vous et disparaître. Si vous tentiez de chercher les extorqueurs, ou si elle vous disait un seul mot du chantage, ils vous tueraient, vous et elle. Le silence qui emplit le bureau du 40e étage fut assourdissant. Julien baissa les yeux vers les photos éparpillées. Valérie marchant avec le pull déchiré. Valérie dormant sur un matelas au sol. Valérie nettoyant des tables à l'Étoile du Soir pour gagner des pourboires et payer 1 500 € de loyer. Elle ne l'avait pas trahi. Elle n'était pas partie avec un autre homme. Elle l'avait abandonné pour lui sauver la vie et son empire. Elle avait endossé le rôle de la méchante cruelle, supportant sa haine et son ressentiment pendant 9 mois, car c'était la seule façon de le protéger. Elle avait vendu jusqu'à sa dernière goutte de dignité pour payer la rançon de la liberté de Julien. Et le bébé? Oh, mon Dieu, le bébé! Julien se couvrit la bouche de sa main, étouffant un sanglot guttural, un son qui semblait arraché du fond de son âme. Des larmes chaudes et furieuses jaillirent de ses yeux sombres, tombant sur le verre du bureau et tachant les documents financiers. S'il n'y avait pas d'amant européen, si elle n'avait jamais été avec un autre homme, si les 9 mois coïncidaient parfaitement avec la dernière semaine qu'ils avaient dormi ensemble avant qu'elle ne signe le divorce, le bébé. La voix de Julien se brisa en 1000 morceaux, s'étouffant de larmes. Il tomba à genoux sur le tapis gris de son bureau de luxe, s'agrippant la poitrine, détruit par le niveau de sacrifice que sa femme avait fait. Le bébé est le mien. Cet enfant est le mien. L'homme le plus puissant de la ville, l'entrepreneur implacable qui ne ressentait de pitié pour personne, s'effondra au sol, pleurant comme un enfant en réalisant ce qu'il avait fait. Il avait humilié la mère de son fils. Il l'avait laissée seule dans une ruelle sombre, se frottant son ventre fatigué pendant qu'il la regardait avec dégoût. Rocha fit un pas en avant, s'agenouillant à côté de lui. « Monsieur Gauthier, levez-vous. Nous avons un problème bien pire. » Julien leva les yeux, rouge et le visage baigné de larmes. Qu'est-ce qui pouvait être pire que ce cauchemar? Rocha lui tendit un dernier papier, un rapport médical d'une clinique communautaire. Lorsque nous avons tracé ses visites médicales, nous avons découvert ceci. Madame Valérie n'est pas allée travailler à l'Étoile du Soir aujourd'hui. Sa chef de car l'a envoyée à la clinique publique il y a 3 heures. Son état de dénutrition sévère et le stress extrême auquel elle a été soumise hier soir ont provoqué des complications mortelles. Elle souffre de prééclampsie sévère. Julien sentit le monde s'arrêter complètement. Elle est aux urgences de l'hôpital universitaire de Paris et les médecins disent qu'elle et le bébé ne passeront pas cette nuit. Julien Gauthier ne se souvient pas s'être levé. Il ne se souvient pas avoir franchi les portes vitrées de son bureau d'entreprise, ni la descente vertigineuse dans l'ascenseur privé depuis le 40e étage. Son esprit s'était fracturé, ne laissant de place qu'à un instinct primitif et désespéré, la rejoindre. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans le parking souterrain. « Les clés! Donnez-moi les putains de clés !» rugit Julien, arrachant la télécommande du SUV blindé à son chauffeur, qui recula effrayé contre le mur de béton. Rocha courut derrière lui, montant sur le siège passager, juste au moment où le moteur vide du SUV rugissait avec une férocité assourdissante. Les pneus crissaient sur le pavé poli, laissant une traînée de fumée noire et une odeur de caoutchouc brûlé, tandis que Julien accélérait vers la rampe de sortie. L'aiguille du compteur de vitesse s'envola. Il était 4h32 du matin. Les rues de Paris étaient vides, enveloppées dans le brouillard grisâtre de l'aube. Julien conduisait comme un homme possédé, brûlant les feux rouges, traversant les avenues principales à plus de 160 km/h. Ses mains serraient le volant gainé de cuir avec une telle force que ses jointures semblaient sur le point de percer la peau. Dans sa tête, les mots de la nuit précédente se répétaient comme une torture implacable. « Tu me fais pitié, Valérie. J'espère que le salaire minimum te suffira pour ton orgueil. » Julien laissa échapper un cri étouffé, un son guttural qui résonna à l'intérieur de l'habitacle de luxe. Il frappa sa poitrine de son poing fermé, essayant d'arracher la douleur physique qui lui écrasait les poumons. « C'était moi, Rocha !» cria Julien d'une voix déchirée par les larmes. « C'est moi qui l'ai poussé à bout.
Hier, je l'ai acculée dans cette ruelle. Je lui ai crié qu'elle était une ordure. J'ai laissé ce crétin de gérant l'humilier devant moi. Elle me sauvait la vie, et moi, je la détruisais. Rocha, agrippé à la poignée de sécurité à cause de la vitesse suicidaire du véhicule, sortit son téléphone. « Monsieur, concentrez-vous sur la route. J'ai déjà contacté le directeur de chirurgie de la clinique La Source. J'ai 3 spécialistes privés en route pour l'hôpital universitaire. Ils ont des ordres de la transférer à la meilleure suite de soins intensifs du pays dès que nous arrivons. L'argent ne sera pas un problème. Je me fiche de l'argent. And then says, I have to solve and then says, I have to solve and then says. Rugit Julien, les yeux injectés de sang, les larmes lui brouillant la vue. Si elle meurt, Rocha, si mon fils ne naît pas, je brûlerai la ville entière en commençant par moi-même. Au loin, les lumières d'urgence de l'hôpital universitaire de Paris découpaient l'obscurité. C'était un bâtiment énorme, gris, usé par le temps et le manque de budget. Un lieu saturé de douleur et de privation, l'exact opposé du monde de marbre et d'or dans lequel Julien avait vécu pendant que son épouse enceinte nettoyait des tables pour survivre. Julien freina brusquement le SUV, envahissant la voie des ambulances, et descendit avant que le moteur ne s'arrête complètement. Il courut vers les portes des urgences. L'impact de la réalité à l'intérieur de l'hôpital fut comme recevoir un coup de batte de baseball à l'estomac. La salle d'attente était un chaos suffocant. Des dizaines de personnes dormaient sur des chaises en plastique dur, des femmes pleuraient dans les coins, l'odeur de désinfectant bon marché mélangée à la sueur et à la maladie. Les lumières fluorescentes clignotaient, projetant un ton mortifère sur les murs dépeints. Julien traversa la salle, bousculant les gens sans ménagement. Son imposante silhouette dans son costume bleu marine de créateur, maintenant froissé et sans cravate, détonnait violemment avec la misère du lieu. Il arriva au comptoir de la réception. Une vitre blindée sale derrière laquelle une infirmière épuisée tapait sur un vieil ordinateur. « Valérie Dubois !» exigea Julien, frappant la vitre de sa paume ouverte. « Où est-elle ? Elle est entrée il y a 3 heures. » L'infirmière leva les yeux, irritée. « Monsieur, silence, c'est un hôpital. Vous devez prendre un numéro et attendre. »« Je n'attendrai pas une putain de seconde !» hurla Julien, sa voix résonnant dans toute la salle d'urgence, alertant les agents de sécurité à la porte. « Je suis Julien Gauthier. J'achèterai cet hôpital entier, et je vous virerai, vous et chaque putain de directeur, si vous ne me dites pas dans quel lit se trouve ma femme dans les 5 secondes. » Rocha arriva juste derrière, montrant son identification militaire et intervenant avant que les gardes ne sortent leur matraque. « C'est une urgence critique, mademoiselle. Patiente atteinte de prééclampsie sévère. Valérie Dubois, s'il vous plaît. » L'infirmière pâlit en entendant le ton des hommes et vérifia rapidement l'écran. « Zone de choc au fond du couloir, après les portes rouges. Mais vous ne pouvez pas entrer là-bas, l'accès est restreint. » Julien n'attendit pas qu'elle termine sa phrase, courut vers les doubles portes rouges, les poussant des 2 bras. La zone de choc était un enfer de mouvements, des machines bipant frénétiquement, des infirmiers courant avec des poches de sérum, des médecins criant des ordres. Et là, dans le lit numéro 4, séparé seulement par un rideau de tissu sale, il la trouva. Le monde de Julien s'arrêta. L'oxygène quitta la pièce. Valérie était allongée sur les draps blancs, pâle comme le marbre. Ses lèvres, autrefois pleines et roses, avaient maintenant une teinte bleutée et gercée. Elle avait des tubes d'oxygène dans le nez et 3 voies intraveineuses, plantées dans ses bras fins et contusionnés. L'horrible uniforme orange de nettoyage avait été coupé au ciseau pour lui poser les moniteurs, exposant son énorme ventre de 8 mois. Mais ce qui brisa définitivement l'âme de Julien, ce ne furent ni les tubes ni les machines, ce fut de voir ses mains. Les mains de Valérie, tombant inertes sur les côtés du lit, étaient couvertes de plaies, de coupures et de brûlures chimiques dues à l'utilisation d'eau de javel industrielle sans gants de protection. L'homme qui contrôlait le destin financier de la moitié du pays tomba à genoux à côté du lit en métal bon marché. « Mon amour », murmura Julien, la voix brisée, s'étouffant dans ses propres pleurs. « Valérie, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'ai-je laissé qu'ils te fassent ?» Il prit l'une de ses mains maltraitées, l'approcha de ses lèvres et embrassa chaque cicatrice, chaque brûlure, inondant sa peau de larmes brûlantes. « Pardonne-moi ma vie, s'il te plaît. Ne me quitte pas. Je t'en supplie, ne me quitte pas. » Les alarmes du moniteur cardiaque au-dessus du lit commencèrent à biper avec une cadence aiguë, rapide et terrifiante. La ligne verte montait et descendait de manière erratique. « Monsieur, vous devez sortir d'ici immédiatement !» cria un infirmier en essayant d'éloigner Julien du brancard. « Je ne la lâcherai pas !» rugit Julien,
s'agrippant à la main de sa femme, comme à une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Un jeune médecin à la blouse froissée, aux cernes profondes et au visage endurci par 1000 batailles perdues aux urgences, se fraya un chemin en bousculant les rideaux. C'était le docteur. Dubois, chef de garde. Dégagez la zone. Préparez-moi 100 mg de labétalol intraveineux. La tension est déjà à 190 sur 120, ordonna le médecin en vérifiant l'écran du moniteur avant de clouer ses yeux furieux sur Julien. Qui diable êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites dans ma zone de choc? Sécurité. Foutez-le dehors. Rocha intercepta les gardes à l'entrée du rideau, formant un mur infranchissable avec son corps. Julien se leva lentement, sans lâcher la main de Valérie. Ses yeux sombres, inondés de larmes, reflétaient la férocité d'un lion blessé. « Je suis Julien Gauthier, c'est ma femme, et c'est mon fils qui est dans son ventre. » Le docteur. Dubois s'arrêta net, regarda le costume à des milliers d'euros de Julien, regarda sa montre suisse, puis regarda la patiente dénutrie, sale et brisée, qui portait un uniforme de concierge bon marché. L'indignation traversa le visage du médecin comme un éclair. « Les maris ?» Le docteur laissa échapper un rire amer et méprisant, avançant d'un pas vers Julien jusqu'à se retrouver à quelques centimètres de son visage. Il ne se souciait pas de l'argent ni de l'aura de pouvoir du magnat. Dans sa salle d'urgence, il était la plus haute autorité. « Où diable étiez-vous ces 8 derniers mois, monsieur Gauthier ?» Le choc de la question frappa Julien de plein fouet. Il voulut répondre, voulut expliquer la tromperie, l'extorsion de ses associés, le putain d'orgueil qui l'avait aveuglé. Mais les mots moururent dans sa gorge. Tout sonnait comme des excuses vides face au corps agonisant de sa femme. « J'ai été un imbécile », réussit à articuler Julien d'une voix brisée par le regret absolu. « J'ai été aveugle, mais je suis là. J'ai les 3 meilleurs spécialistes de la clinique La Source qui attendent dehors. J'exige qu'on la transfère immédiatement. J'ai déjà commandé un hélicoptère médical. Je l'emmène en soins intensifs privés. » Le docteur Dubois secoua la tête, son expression devenant sombre, presque funeste. « Rangez votre portefeuille, monsieur Gauthier. Vous ne pouvez la transférer nulle part. Si je la bouge de ce lit, si je la monte dans une ambulance ou un hélicoptère, votre femme fait un arrêt cardiaque avant d'atteindre le parking et le bébé s'asphyxie en quelques minutes. Il reste ici. » Julien sentit le sang se geler dans ses veines. La panique, brute et suffocante, le paralysa complètement. « Qu'est-ce qu'elle a ?» murmura Julien, la terreur défigurant ses traits. « Dites-moi exactement ce qu'elle a et comment je peux arranger ça. » Le docteur. Dubois prit un dossier en aluminium gris au pied du lit et le jeta à Julien contre la poitrine. Julien l'attrapa par instinct. « Lisez vous-même, puisque vous semblez avoir des réponses à tout. Agasoform, likanda sham, andalikala, komtranda. » Cracha le médecin en ajustant le masque à oxygène de Valérie. « Ce n'est pas seulement de la prééclampsie, Gauthier. Votre femme est en train de mourir d'épuisement chronique et de dénutrition sévère. Son taux d'hémoglobine est de 7. Elle est anémique. Le corps de cette femme se consume pour maintenir le bébé en vie. » Julien ouvrit le dossier. Les chiffres médicaux dansaient devant ses yeux, mais les notes en marge du paramédic qu'il avait recueilli au restaurant étaient des poignards directs à son cœur. Patiente, trouvée inconsciente. Journée de travail de 14 heures debout. Apport calorique minimal ces derniers mois. Stress post-traumatique sévère. « J'ai vérifié ses affaires à la recherche d'un contact d'urgence », continua le docteur en désignant un sac en tissu bon marché et déchiré dans un coin de la pièce. Elle n'avait pas un sou pour s'acheter une bouteille d'eau, monsieur Gauthier, mais elle avait ses reçus du prêteur sur gage. Elle a mis en gage jusqu'à ses chaussures pour payer les consultations d'une clinique de quartier, s'assurant que le bébé reçoive les vitamines qu'elle ne consommait pas. Julien marcha maladroitement vers la chaise en plastique, prit le vieux sac en tissu de Valérie et l'ouvrit de main tremblante. À l'intérieur, il n'y avait pas de maquillage de créateur, ni de carte dorée. Il y avait un pull rapiécé, une boîte vide avec des restes de riz blanc, 3 reçus de prêteurs sur gage froissés et, dans une enveloppe en plastique protectrice, parfaitement conservée, contrairement au reste de ses affaires, une échographie en noir et blanc. Julien sortit l'image. C'était un profil parfait, le petit nez, le front, le miracle de la vie se frayant un chemin au milieu de l'enfer qu'elle avait enduré seule. Sur le bord inférieur, d'une écriture cursive de Valérie, il y avait une phrase écrite à l'encre bleue. « Pour que ton papa soit en sécurité, mon amour. » Les sanglots de Julien éclatèrent, incontrôlables, détruisant toute façade d'homme fort qui lui restait. Il tomba sur le lit, serrant le ventre gonflé de Valérie, tachant le drap blanc de ses larmes d'agonie. « Réveille-toi, s'il te plaît, Valérie, réveille-toi » criait Julien, caressant le visage froid de sa femme. « Je sais tout maintenant.
Je sais ce que tu as fait pour moi. Je sais que tu as vendu ta vie pour me sauver de ces maudits. Ne meurs pas, pour l'amour de Dieu. Ne me laisse pas cet empire vide sans toi. Le docteur. Dubois l'observa, la colère se diluant lentement devant la crudité de la douleur du magnat, comprenant que l'histoire derrière cette tragédie était bien plus sombre qu'un simple abandon. « Monsieur Gauthier », dit le médecin, sa voix baissant de ton, adoptant une urgence clinique et froide. La tension artérielle ne cède pas. Les reins de Valérie commencent à lâcher à cause de la prééclampsie. Julien leva le visage, les yeux gonflés. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Le docteur regarda les moniteurs, puis le ventre de Valérie. « Cela signifie que le corps de votre femme ne peut plus supporter la grossesse. Le stress extrême qu'elle a subi hier soir a été le déclencheur final. Le placenta est en train de se décoller. » Le son aigu et continu du moniteur fœtal commença à retentir dans la petite pièce, remplissant l'espace de l'avertissement d'une mort imminente. Le rythme cardiaque du bébé chutait drastiquement. « Code rouge dans la salle 4 !» cria le docteur Dubois vers le couloir, sa voix coupant l'air avec l'autorité de la panique contrôlée. « Arrêtez le bloc opératoire 2. Appelez la néonatologie immédiatement. » Les portes battantes explosèrent. 4 infirmiers entrèrent en courant, déverrouillant les freins du brancard de Valérie. « Où l'emmenez-vous » Julien s'interposa, terrifié, refusant de lâcher sa main. « Au bloc opératoire, Gauthier !» lui cria le médecin, le poussant de côté. « Nous devons sortir cet enfant dans les 10 prochaines minutes, ou les deux vont mourir sur ce brancard. Vite, poussez !» Julien courut à côté du brancard, dans le long couloir, éclairé par les lumières fluorescentes blanches. Les roues crissaient sur le sol en linoléum. Valérie restait inconsciente, sa tête se balançant avec le mouvement, sa respiration superficielle et irrégulière. « Je t'aime de toute ma vie. Résiste mon amour », lui murmurait Julien à l'oreille, courant à ses côtés jusqu'à ce qu'ils arrivent aux lourdes portes métalliques de la zone chirurgicale. « Jusqu'ici, monsieur Gauthier. » Un robuste agent de sécurité lui barra le passage des 2 bras. Les doubles portes se refermèrent avec un claquement. À travers la petite vitre de la porte, Julien vit le brancard de Valérie disparaître sous les puissantes lumières du bloc opératoire. Il resta là, immobile dans le couloir vide, les mains tachées de la sueur froide de sa femme, l'échographie de son fils froissée dans son poing, et l'âme suspendue à un fil. L'homme qui hier croyait tout contrôler ne pouvait aujourd'hui que supplier à genoux le destin de lui donner l'opportunité de se racheter. Le couloir devant les blocs opératoires était un tunnel interminable de lumière blanche, froid et aseptisé. Julien Gauthier, l'homme qui faisait trembler les conseils d'administration les plus impitoyables du pays, était assis par terre sur le linoléum, le dos appuyé contre le mur, fixant ses propres mains. Elles étaient tachées de sang, le sang de Valérie. L'horloge accrochée au-dessus des doubles portes métalliques marquait 5h47 du matin. Il avait enduré 1h15 d'agonie pure. Chaque seconde que le voyant rouge, chirurgie en cours, restait allumé, il sentait une presse hydraulique lui écraser les côtes. Rochat, stoïquement debout à quelques mètres de distance, montait la garde, refusant les appels urgents de l'entreprise. Rien n'avait d'importance. L'empire immobilier de Julien aurait pu brûler jusqu'aux fondations à cet instant précis, et il n'en aurait eu cure. Le silence sépulcral du couloir fut déchiré par le bruit de pas précipités et la respiration haletante de quelqu'un qui courait. Les portes du fond s'ouvrirent en grand. Une femme robuste d'une 50aine d'années franchit le seuil. Elle portait ses vêtements de ville mal mis sur son uniforme de l'étoile du soir. Son visage était baigné de sueur et de larmes. C'était Colette, la collègue serveuse de Valérie, la seule personne qui lui avait montré un brin d'humanité dans cet enfer de restaurant. « Valérie! Où est Valérie Dubois ?» cria Colette, sa voix résonnant sur les murs stériles, cherchant désespérément une infirmière. « On m'a appelé de l'équipe de nuit. On m'a dit qu'on l'avait amenée en code rouge. » Rochat fit un pas en avant pour l'intercepter, par protocole de sécurité, mais Julien leva une main tremblante depuis le sol, lui ordonnant en silence de la laisser passer. Julien reconnut la femme. Il l'avait aperçue du coin de l'œil hier soir, observant terrifié depuis la cuisine comment Armand humiliait son ex-épouse. Colette s'arrêta net en voyant le magnat étendu sur le sol de l'hôpital. Son regard passa de la surprise absolue à une haine brûlante, profonde et viscérale. Elle ne se souciait pas du costume cher de Julien, ni de la présence du garde du corps géant. Elle s'avança jusqu'à se retrouver face à lui, le pointant du doigt d'un geste tremblant. « Vous !» cracha Colette avec un mépris qui fit lever les yeux à Julien. « Vous êtes le salaud d'hier soir, le monstre à 2000 €. Vous êtes venu finir le travail ?»
Vous êtes venu voir si l'humiliation que vous lui avez fait subir hier soir l'a enfin tué ?» Julien déglutit. Le nœud dans sa gorge était si gros qu'il parvenait à peine à respirer. Il se leva lentement, s'appuyant sur le mur. Il ne se défendit pas. Il n'éleva pas la voix. Ses yeux injectés de sang et son visage décomposé par la douleur surprirent Colette, mais la femme ne recula pas. « Je suis son mari », dit Julien, la voix réduite à un filet rauque et fracturé. « Je suis le père du bébé. » Colette ouvrit démesurément les yeux. L'impact de la révélation sembla la paralyser pendant une seconde. Puis elle laissa échapper un rire amer, sec et plein de venin. « Le mari ?» Colette réduisit la distance, plantant ses yeux dans ceux de Julien. Où diable était le mari quand cet enfant pleurait jusqu'à vomir dans les toilettes du restaurant parce qu'elle n'avait même pas de quoi s'acheter un paracétamol? Où était le père de l'année quand elle mangeait les restes des plats des clients? Parce qu'elle n'avait rien mangé depuis 3 jours pour pouvoir payer la clinique. Ifren las on diarose, Ifren las on diarose. Chaque mot de Colette était un coup de feu à bout portant, directement dans la poitrine de Julien. Il connaissait déjà les faits bruts grâce à Rocha. Il connaissait l'extorsion de ses ex-associés. Il connaissait les 4 millions transférés aux îles Caïmans. Il connaissait la menace de mort qui l'avait forcé à faire semblant de ne pas l'aimer. Mais la crudité de ce que Valérie avait vécu jour après jour, la réalité physique de son sacrifice, le déchiquetait vivant. « Yeah, je ne savais pas », murmura Julien, fermant les yeux avec force, laissant les larmes couler à nouveau. « Elle m'a menti pour me protéger. Je croyais qu'elle m'avait abandonné pour un autre. Bien sûr qu'elle vous a protégé, espèce d'aveugle. » éclata Colette en frappant la poitrine de Julien des 2 mains. Un acte pour lequel Rocha aurait brisé des coups en toute autre circonstance. Mais Julien se laissa frapper, recevant la punition qu'il sentait mériter. Cette jeune femme est venue demander du travail il y a 8 mois, tremblant comme une feuille. Elle avait peur que des hommes en costume noir la trouvent. Elle se cachait chaque fois qu'une voiture de luxe passait dans l'avenue. Elle a vendu ses manteaux en plein décembre pour s'acheter des couvertures bon marché. Et tout le temps, tout le putain de temps, elle caressait son ventre et murmurait à son bébé que tout irait bien, que le sacrifice en valait la peine parce que son papa était en sécurité. Julien se cortot, couvrit le visage des mains, sanglotant sans contrôle, ses épaules tremblant violemment. « Je lui ai prêté de l'argent pour les tickets de bus », continua Colette, sa propre voix se brisant en sanglots. « Je la suppliais de se reposer, de ne pas porter les plateaux lourds, mais elle disait qu'elle ne pouvait pas, que si elle était renvoyée de cette chambre de bonne, le bébé naîtrait dans la rue. Et hier, quand vous êtes apparu, j'ai vu son âme tomber par terre. Vous étiez le héros de ces histoires, l'homme pour qui elle se laissait mourir de faim. Et vous l'avez regardée avec dégoût. Vous avez laissé Armand la traiter comme une ordure. « Assez !» supplia Julien, tombant à genoux à nouveau, brisé en 1000 morceaux, son front touchant le sol froid de l'hôpital. « S'il vous plaît, assez. J'ai été un imbécile. J'ai été un lâche aveuglé par l'orgueil. Je donnerais ma vie entière à cet instant même pour être sur cette table d'opération à sa place. » Colette baissa les yeux vers l'homme le plus puissant de la ville, réduit en cendres par le poids de sa propre arrogance. La fureur de la femme se transforma lentement en une profonde pitié. Elle s'agenouilla à moitié et lui posa une main sur l'épaule. « Eh bien, priez Dieu qu'elle soit plus forte que votre orgueil, monsieur Gauthier, » murmura Colette avec dureté. « Parce qu'hier soir, après que vous soyez parti, je l'ai trouvée étendue dans la ruelle des ordures. Elle perdait du sang. Elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus. Elle m'a dit, au moins, il me hait assez pour ne plus jamais me chercher. Il est en sécurité maintenant. » Le bruit métallique des doubles portes s'ouvrant interrompit la phrase. Le voyant rouge de la chirurgie s'éteignit. Julien se leva du sol comme un ressort, essuyant son visage taché de larmes, sa respiration complètement suspendue. Le docteur Dubois sortit du bloc opératoire. Sa blouse verte était tachée de sang foncé. Il retira son masque chirurgical, laissant voir un visage démacré par l'épuisement, baigné de sueur. Il soupira profondément et regarda Julien. « Docteur ?» Julien put à peine prononcer le mot, la terreur absolue lui glaçant le sang. Le médecin hocha lentement la tête. « Nous l'avons perdu 2 fois sur la table. Nous avons dû utiliser le défibrillateur. » Le docteur fit une pause, mesurant ses mots face au magnate au bord de l'effondrement. « Mais votre femme a l'instinct de survie d'un animal sauvage défendant sa progéniture. Elle a survécu à la césarienne d'urgence, et nous avons réussi à arrêter l'hémorragie interne. Te valancomanachia catistandrisingstu asiela, ando. Now. Lisen nuva. » Julien laissa échapper un cri étouffé, s'appuyant contre le mur, sentant son âme revenir à son corps.
Colette se couvrit la bouche, éclatant en sanglots de soulagement. « Et mon fils ?» demanda Jules, le cœur battant à 1000 à l'heure. « Le bébé est vivant. »« C'est un garçon, » répondit le docteur, esquissant un très léger sourire compatissant. « Prématuré, en sous-poids et avec de graves difficultés respiratoires. Il vient d'être intubé et transféré à l'unité de soins intensifs néonatales en couveuse. La bataille ne fait que commencer pour lui, mais il respire, monsieur Gauthier. Votre femme, contre tout pronostic médical et humain, a réussi à le maintenir en vie suffisamment longtemps. Je veux la voir. »« J'ai besoin de la voir maintenant, » exigea Julien, le désespoir lui injectant une nouvelle énergie. « Elle est en salle de récupération post-opératoire. Elle ne reprend que lentement conscience de l'anesthésie, » avertit le docteur. « Elle est extrêmement faible. Une forte émotion ou un pic de stress en ce moment pourrait provoquer un infarctus. Entrez seul et pour l'amour de Dieu, essayez de ne pas la perturber. » Julien hocha frénétiquement la tête, laissa Colette pleurer dans les bras de Rochat, poussa doucement les portes du couloir stérilisé et marcha vers la chambre du fond. Il allait récupérer sa famille. La chambre de récupération était dans la pénombre. Le seul son était le bip rythmique constant et miraculeux du moniteur cardiaque. Ça sentait l'iode, le désinfectant fort et les draps fraîchement lavés. Julien s'arrêta sur le seuil, sentant l'air s'épaissir. Valérie était sur le lit au centre. Elle ressemblait à une poupée de porcelaine brisée. Sa peau avait une pâleur translucide. Ses cheveux étaient collés à son front par la sueur froide, et ses bras, couverts d'hématomes dus aux voies intraveineuses de la transfusion sanguine, reposaient inertes sur les couvertures blanches. L'énorme renflement de son ventre avait disparu, laissant une surface bandée qui témoignait de la brutale intervention qu'elle venait de subir. Julien avança à pas lents, terrifié à l'idée que le bruit de ses chaussures ne brise la fragile bulle de vie qui maintenait sa femme en vie. Il s'arrêta près de la barrière métallique du lit. Il observa le visage qu'il avait aimé chaque jour de sa vie d'adulte, le visage qu'il avait haï pendant 9 mois à cause d'un mensonge fabriqué pour lui sauver la vie. Le niveau de dévotion que cette femme lui avait montré était quelque chose que lui, avec tout son pouvoir et son argent, ne pourrait jamais rembourser en 1000 vies. Lentement, comme si ses paupières pesaient des tonnes de plomb, Valérie commença à réagir. Ses cils tremblèrent, ses yeux bruns s'ouvrirent, désorienté, troublé par les narcotiques, cherchant à fixer le plafond gris de la pièce. Son regard descendit lentement et rencontra la silhouette en costume bleu marine debout près de son lit. Le corps entier de Valérie se tendit d'un coup. La terreur revint dans ses yeux avec la force d'un tsunami. La machine de fréquence cardiaque commença à accélérer son bip de manière drastique. Valérie tenta de s'asseoir, ignorant la douleur lancinante et déchirante des points de césarienne dans son abdomen. « Non, non !» murmura Valérie, sa voix résonnant comme du papier de verre, levant une main faible pour pousser la poitrine de Julien. « Julien, va-t'en d'ici !»« Calme-toi, mon amour, calme-toi, ne bouge pas. » Julien la retint par les épaules avec une délicatesse extrême, la forçant doucement à se recoucher sur les oreillers. « Tu ne comprends pas !» sanglota Valérie, respirant difficilement, des larmes de pure panique débordant sur ses joues pâles. « Ils vont te voir. S'ils savent que tu es avec moi, s'ils soupçonnent que tu as découvert quelque chose, ils vont te mettre en prison. Ils ont des preuves, Julien. Ils vont te détruire. Ils vont te tuer. S'il te plaît, va-t'en. Fais comme si je n'existais pas. Aise-moi, mais va-t'en. » Le niveau de sacrifice le détruisit. Même maintenant, fraîchement opéré, ayant été à 1 minute de la mort, son seul instinct, sa seule pensée, était de le protéger. Le magnat de l'immobilier, l'homme qui ne baissait le regard devant personne dans le pays, tomba lourdement à genoux sur le sol de la pièce. Le bruit du choc résonna sur les 4 murs. Julien entrelaça ses mains propres et grandes avec les mains petites, gercées et contusionnées de sa femme. Il s'agrippa à elle et appuya son front contre la barrière métallique du lit, se rendant complètement. « C'est fini, Valérie », dit Julien, levant le visage baigné de larmes, sa voix ferme, mais chargée d'une dévotion absolue. « L'enfer est fini, je sais tout. » Valérie cessa de se débattre. Le moniteur cardiaque stabilisa son rythme brusquement, comme si son cœur avait manqué un battement. « Quoi balbutia-t-elle, incapable d'y croire. « Je sais tout », répéta Julien, serrant ses mains et embrassant ses jointures blessées. « Je connais les noms. Antoine Delon, Philippe Dumas. Je connais le compte aux îles Caïmans et je connais les voyous qui t'ont intercepté à la porte de l'hôtel particulier. Je sais que tu as vendu tes bagues, tes vêtements, tout ton monde pour leur payer la rançon de ma liberté. Je sais que tu m'as quitté sachant que je te haïrais juste pour me sauver la vie. » L'impact des mots de Julien brisa le dernier mur de résistance de Valérie.
Le masque glacial qu'elle avait porté pendant 9 mois d'agonie et d'humiliation s'effondra complètement. Un sanglot primitif chargé de douleur, de solitude et de soulagement s'échappa de sa gorge. « J'avais tellement peur, Julien », pleura Valérie, serrant la main de son mari de toutes ses forces. « Tous les jours, je craignais qu'il te fasse du mal. Quand tu m'as crié dessus hier soir dans la ruelle, j'ai pensé que je t'avais perdu pour toujours. Tu ne m'as jamais perdu. » Julien se leva du sol, s'assit sur le bord du lit et entoura avec soin les épaules de Valérie, l'attirant vers sa poitrine. Il la serra dans ses bras comme si elle était le cristal le plus fragile de l'univers. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas une seule seconde, même quand l'orgueil m'aveuglait. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Pardonne-moi de n'avoir pas vu que l'amour de ma vie s'immolait pour moi. Pardonne-moi de t'avoir laissé tomber dans cette misère. » Valérie enfouit son visage dans la chemise tachée et froissée de Julien, respirant l'odeur familière de son eau de Cologne, se sentant en sécurité pour la première fois depuis presque 1 an. Ils pleurèrent ensemble, agrippés l'un à l'autre au milieu de cette lugubre chambre d'hôpital, purgeant le poison de la séparation. Après quelques minutes, Valérie se sépara légèrement, les yeux injectés d'une panique soudaine. Ses mains volèrent instinctivement vers son ventre plat. « Le bébé !» allaita-t-elle, terrifiée. « Julien, mon bébé, dis-moi que je ne l'ai pas perdu. Il est vivant. » Julien lui sourit à travers ses larmes, caressant les cheveux en sueur de sa femme, la regardant avec la plus grande adoration qu'un homme puisse professer. « Notre fils est vivant, mon amour. C'est un guerrier, tout comme sa mère. Il est en couveuse, en convalescence, mais il est vivant et en sécurité. » Valérie ferma les yeux et laissa tomber sa tête sur les oreillers, poussant un soupir de soulagement qui lui vida les poumons. « Notre fils », murmura-t-elle avec un sourire épuisé creusant son visage démacré. Julien la regarda en silence pendant quelques secondes. L'amour et la culpabilité s'agitaient en lui, mais furent rapidement remplacés par une énergie différente, plus sombre, plus froide. Les hommes qui avaient fait cela à sa femme, les lâches qui l'avaient forcé à nettoyer des ordures, enceinte de 8 mois, sous la menace de mort, allaient payer avec du sang. Il ne s'agissait plus d'affaires corporatives, c'était une guerre personnelle. Et Julien Gauthier allait utiliser tout le poids de son empire pour les effacer de la surface de la terre. « Tu vas te reposer maintenant », lui murmura Julien en embrassant son front. « Tu vas te fortifier pour notre fils. Je te promets sur ma propre vie que personne dans ce maudit monde ne te touchera plus jamais. La peur est finie aujourd'hui. » Valérie ouvrit les yeux, remarquant l'éclat assassin dans les pupilles de son mari. Elle connaissait Julien. Elle savait que l'homme d'acier était sur le point de déployer son véritable pouvoir. « Julien, qu'est-ce que tu vas faire ?» Julien se leva, ajustant son costume froissé, adoptant une posture qui projetait un pouvoir inébranlable, sombre et létal. « Antoine et Philippe croient qu'ils m'ont volé mon empire en faisant chanter ma femme, » répondit Julien, sa voix résonnant dans la pièce vide comme une condamnation à mort. « Je vais leur montrer ce qui arrive quand on réveille le véritable maître de l'enfer. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui dicte les règles et je ne leur laisserai même pas les cendres. » Le réveil de la bête. Julien Gauthier sortit de la chambre de récupération, le visage transformé. La vulnérabilité et les larmes des dernières minutes s'étaient évaporées, laissant place à une froideur chirurgicale. Ses pas résonnaient dans le couloir, comme des coups de marteau. Rocha, qui l'attendait dehors, se mit immédiatement aux gardes, à vous en remarquant l'aura de mort qui émanait de son chef. « Rocha », dit Julien sans s'arrêter, « je veux que les hommes de l'équipe d'assaut se positionnent. Nous ne recueillons plus d'informations, nous exécutons. Monsieur, Antoine et Philippe sont en réunion privée au cercle des industriels, célébrant la clôture du trimestre, informa Rocha, suivant le pas rapide du magnat. Ils croient que vous êtes toujours coincés dans votre bureau ou dans votre restaurant de luxe. Ils n'ont aucune idée que nous avons retrouvé Madame Valérie. » Julien s'arrêta devant une grande baie vitrée donnant sur la ville. Le soleil commençait à poindre derrière les montagnes de Paris, teignant le ciel d'un rouge violent. « Ils croient qu'ils me tiennent acculé avec leurs fausses preuves, » murmura Julien, sa voix descendant à un registre létal. « Ils ne savent pas que j'ai acheté l'immeuble de l'Étoile du Soir hier soir. Ils ne savent pas que j'ai le dossier complet de leur fraude originale que ma femme a payé pour cacher. Et le plus important, ils ne savent pas qu'ils viennent de transformer un homme d'affaires en boucher. » Il sortit son téléphone et composa un numéro de haute priorité. « Procureur, Julien Gauthier à l'appareil. Oui, le même. J'ai un dossier de preuves impliquant du blanchiment d'argent, de l'extorsion aggravée et une tentative d'homicide. Je veux les mandats d'arrêt prêts dans 1 heure, peu importe qui je dois réveiller. Si le juge ne signe pas, j'achèterai moi-même le tribunal.
Julien retourna à l'entrée de l'usine avant de partir. À travers la vitre, il vit la petite couveuse où son fils, un être minuscule connecté à des câbles, luttait pour chaque bouffée d'air. L'enfant avait les mêmes traits forts que son père et la résistance inébranlable de sa mère. « Résiste, mon petit », murmura Julien contre la vitre. « Ton papa va nettoyer le monde pour que toi et ta maman n'ayez plus jamais peur. » Quelques minutes plus tard, 3 SUV blindés noirs quittèrent l'hôpital à toute vitesse. Julien était assis à l'arrière, examinant une tablette avec les derniers mouvements bancaires de ses ennemis. Antoine et Philippe avaient commis une erreur fatale. Sous-estimer l'amour d'un homme qui n'a rien à perdre parce qu'il a déjà tout retrouvé. L'opération fut rapide et silencieuse. Alors que le soleil finissait de se lever, les SUV de Gauthier et 2 patrouilles de la police judiciaire interceptèrent les ex-associés sur le parking privé du club. Antoine, gros et arrogant, lâcha son verre de whisky en voyant Julien descendre du véhicule. Philippe tenta de courir, mais Rocha le plaqua au sol avant qu'il ne fasse 3 pas. Julien s'approcha d'Antoine, qui tremblait comme une feuille. « Julien, c'est un malentendu. Nous pouvons négocier, » bégaya Antoine. Julien ne dit pas un mot. Il lui asséna un coup sec à l'estomac qui le laissa sans souffle, puis se pencha sur lui, lui murmurant à l'oreille. « Valérie Dubois vous envoie ses salutations depuis l'hôpital. Elle a survécu, et maintenant vous allez souhaiter ne jamais être né. Vous n'irez pas dans une cellule de luxe, Antoine. Vous irez dans la zone générale où les prisonniers savent très bien ce qui arrive à ceux qui touchent une femme enceinte. » Tandis que la police les emmenait menottés, Julien vit leurs empires de papier s'effondrer. Il avait récupéré les preuves. Il avait détruit ses ennemis, et pour la première fois en 9 mois, il pouvait respirer sans sentir de cendres dans ses poumons. Le prix de la rédemption 3 mois plus tard. L'hôtel particulier Gauthier à Paris n'était plus le mausolée froid et silencieux d'avant. Le jardin était rempli de fleurs fraîches, et l'air vibrait d'une énergie nouvelle. Sur la terrasse, à l'ombre d'un grand chêne, Valérie était assise dans un rocking chair en osier. Elle portait une robe de soie blanche qui mettait en valeur sa beauté retrouvée, bien que ses mains conservaient encore de petites cicatrices, des marques qu'elle refusait d'effacer au laser, car elle disait qu'elle était une survivante. Dans ses bras dormait Julien Junior. Le bébé, qui avait passé 6 semaines en couveuse, était maintenant fort et en bonne santé, avec des joues roses qui étaient le centre de l'univers de ses parents. Julien sortit sur la terrasse, retirant sa veste de costume, s'approcha par derrière et embrassa le sommet de la tête de sa femme. Puis il caressa du doigt la petite main du bébé. « Comment vont mes trésors ?» demanda Julien, sa voix pleine d'une tendresse que personne dans le monde des affaires ne croirait possible. « Nous allons bien, Julien », répondit Valérie en lui offrant un sourire radieux. « Colette a appelé tout à l'heure. Elle dit que la rénovation du nouveau restaurant se passe à merveille. Les employés n'en reviennent pas d'être désormais partenaires de l'entreprise. » Julien s'assit à ses côtés. Après la tempête. Sa première action fut de fermer l'Étoile du Soir, de licencier Armand, avec une plainte qui le laissa à la rue, et de rouvrir l'endroit sous le nom « Le Miracle de Valérie », confiant la gestion et une partie des actions à Colette, et aux anciens collègues de sa femme qui l'avaient aidée quand elle n'avait rien. « C'est le moins que je puisse faire », dit Julien en prenant la main de Valérie. « Mais rien de tout cela ne compense ce que tu as traversé. Parfois, je me réveille la nuit et je te vois encore dans cette ruelle orange. » Valérie lui posa une main sur la joue, arrêtant ses mots. « Cet uniforme orange est du passé, Julien. Ce fut le prix que j'ai payé pour que nous soyons ici aujourd'hui. Ne le vois pas comme une humiliation. Vois-le comme notre armure. Il m'a appris que je suis plus forte que je ne le croyais, et il m'a appris que tu valais chaque goutte de sueur. » Julien l'attira vers lui, la serrant dans ses bras, elle et le bébé, dans un cercle protecteur. L'homme d'acier avait appris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les comptes bancaires ni dans les immeubles de 40 étages, mais dans la capacité de se sacrifier pour ce que l'on aime. « Je te promets, » murmura Julien, regardant l'horizon de la ville qu'il avait jadis voulu conquérir et qu'il habitait maintenant simplement en paix, que le reste de ma vie sera pour te servir, toi et notre fils. Jamais plus tu ne seras seul, jamais plus il n'y aura de secret. » Valérie posa sa tête sur l'épaule de son mari. Le soleil du soir baignait la scène d'une lumière dorée. L'histoire qui avait commencé par un divorce simulé, une trahison inventée et un uniforme de nettoyage humiliant, se terminait là, par la victoire de l'amour sur l'ambition. Julien Gauthier, le magnat qui avait tout, comprit finalement qu'il n'était véritablement riche que le jour où il avait trouvé sa femme nettoyant des tables dans l'obscurité, car ce jour-là, son cœur s'était remis à battre. La justice avait été rendue. Les ennemis étaient derrière les barreaux,
et la famille était unie. Le fantôme de l'uniforme orange pouvait enfin reposer en paix.